Bonjour à tous, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis à Toulouse pour un autre événement sur l'économie circulaire dans la construction. Donc, je vous ai concocté une petite vidéo pour décrypter avec vous quel est l'impact pour les maîtres d'ouvrage de la REP PMCB. La première question, effectivement, que se posent généralement les maîtres d'ouvrage, c'est où est-ce qu'ils sont dans cette REP? Parce qu'effectivement, les fabricants des matériaux de construction, ils versent la contribution financière aux éco-organismes. Les éco-organismes, ils mettent en place le maillage territorial avec les points de reprise sans frais des déchets issus des produits des matériaux de construction. Et les entreprises de travaux, elles sont chargées de réaliser le trait à la source et la collecte séparée des déchets sur le chantier pour pouvoir accéder à ces points de reprise. Donc, dans ce schéma de la REP, on comprend bien le rôle de ces différents acteurs, mais quel est le rôle de la maîtrise d'ouvrage? Le Code de l'environnement, il ne prévoit pas de place particulière pour les maîtres d'ouvrage par rapport à la REP, mais dans les faits, ce que prévoit le Code de l'environnement, c'est que depuis juillet 2021, les maîtres d'ouvrage ont l'obligation, au même titre que les entreprises, de réaliser le tri à la source et la collecte séparée des 7 flux. Et c'est cette obligation qu'ils doivent mettre en place qui est pénalement sanctionnée, qui finalement est à mettre en lien avec l'acceptabilité des déchets de chantier dans les points de reprise de la REP. Donc c'est le seul endroit dans le Code de l'environnement où on peut faire un lien entre cette filière REP et les maîtres d'ouvrage. Dans la pratique, pour autant, l'impact pour les maîtres d'ouvrage de cette REP, il est double et il est économique. D'abord, il y a une diminution des coûts de la gestion des déchets de chantier grâce à la reprise sans frais. Et d'autre part, il y a l'augmentation du prix des matériaux à cause des éco-contributions. Donc, quand on voit ça comme ça, on se dit c'est censé, en tout cas, s'équilibrer si c'est bien refacturé par les entreprises de travaux maîtres d'ouvrage. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que cet impact, il va être de plus en plus perspective avec le déploiement progressif de la REP. Donc ça, c'est une spécificité de cette REP pour pas avoir une inflation trop importante du prix des matériaux d'un coup. Cette REP, elle va se mettre en place progressivement, donc tant au niveau opérationnel, le maillage va être déployé progressivement, mais aussi, du coup, le montant des éco-contributions va aussi être de plus en plus important en fonction du temps qui passe. Donc, le maillage progressif, il est prévu par le cahier des charges de la REP. Et donc, par exemple, ce maillage, il va s'échelonner depuis 2023 jusqu'à fin 2026 seulement, où il aura vocation à être complètement déployé. Ensuite, c'est un petit peu l'usine à gaz. Et c'est là où c'est très compliqué pour les maîtres d'ouvrage de savoir comment la REP va les impacter. C'est tous les dispositifs qui vont rentrer en vigueur progressivement. Et donc, notamment sur la reprise sans frais des déchets. En 2023, ce qui est repris sans frais, ce sont les 7 déchets qui sont collectés séparément. Et la reprise n'est pas 100% gratuite pour les déchets minéraux, ce qui c'est l'encadré que vous avez à droite. Ou par exemple, pour les déchets minéraux, le maître d'ouvrage va continuer à prendre en charge une partie du coût de traitement jusqu'en 2025, donc, et qui va augmenter entre cette année et 2025. Donc c'est déjà difficile à suivre. En 2024, on va avoir la reprise sur le chantier, par exemple, qui va rentrer aussi en vigueur. Mais là, c'est pareil. La prise en charge des coûts de transport dans le cadre de la reprise sur chantier, elle va être progressive jusqu'en 2026. Donc, il y aura encore une fois un reste à charge qui va évoluer. Voilà, encore une fois, je rentre pas forcément en détail, vous l'avez vu a priori précédemment, mais en tout cas, il y a cette mise en place progressive qui complexifie pour les maîtres d'ouvrage la compréhension de comment est-ce qu'ils vont bénéficier de la diminution des coûts de gestion des déchets de leur chantier. Et donc, en pratique, pour vos marchés qui sont en cours, comment est-ce que les maîtres d'ouvrage peuvent bénéficier de cette diminution des coûts? Pour les marchés en cours, c'est assez compliqué. Première question, on se demande, est-ce qu'il existe une clause de révision REP PMCB dans le marché? Si c'est oui, bon, déjà chapeau, parce qu'effectivement, je pense que c'est très très rare. Dans ce cas-là, vous pouvez la mettre en œuvre pour obtenir une réduction au prorata des frais qui seront pris en charge par l'éco-organisme. Si c'est pas le cas, le raisonnement va différer selon que la gestion des déchets fait l'objet soit d'un prix forfaitaire, soit d'un prix unitaire. Si c'est un prix forfaitaire, ce sera impossible d'arriver de l'écart entre les prestations commandées et réalisées par l'entreprise de travaux. Donc dans ce cas-là, le prix du marché ne change pas. Ça veut dire que l'entreprise va bénéficier de la REP, mais pas le maître d'ouvrage. Si vous avez prévu des prix unitaires et que votre BPE vous permet de distinguer les prestations qui sont prises en charge par la REP, vous allez pouvoir diminuer le montant du marché au prorata en commandant uniquement les prestations qui vont être prises en charge. Bon, c'est potentiellement assez rare puisque ça demande de distinguer en fonction notamment des flux triés, etc. Et ça dépend aussi du déploiement du maillage en fonction de où est situé votre chantier. En outre, si le coût de la gestion des déchets est intégré dans les prix
dans les prix unitaires et que c'est mal détaillé, ce sera pas possible de justifier le montant de la réduction du prix. Et donc là, encore une fois, l'entreprise va bénéficier de la REP, mais pas le maître d'ouvrage. Donc voilà, pour les marchés en cours, ce sera a priori compliqué. Vous pouvez toujours négocier avec l'entreprise pour obtenir un avenant. Pour les marchés à venir, en revanche, ce que je vous conseille de faire dans tous les cas, c'est de rappeler la réglementation et notamment l'obligation de trait à la source et de collecte séparée des 7 flux, même si vous contractualisez par exemple le CCAG Travaux qui prévoit déjà que le titulaire doit respecter la réglementation, notamment en matière d'environnement, ça va toujours mieux en rappelant. Donc bien rappeler l'obligation de trait à la source et de collecte séparée des 7 flux. Et ensuite, selon les caractéristiques des travaux, vous pouvez choisir entre 3 options par exemple. Première option, vous pouvez faire un BPU pour les prestations de gestion des déchets en distinguant les prestations suivantes, transport et traitement, et aussi par type de flux. Donc, distinguez bien les déchets inertes, les déchets non dangereux 6 flux, et les autres déchets non dangereux. Et les déchets dangereux, ça vous permettra encore une fois d'imputer ce qui est pris en charge par la REP pour pas vous faire facturer. L'autre solution, c'est d'intégrer la prestation de gestion des déchets de chantier dans le prix forfaitaire des travaux. Mais dans ce cas, il faut bien prévoir des clauses pour garantir le bénéfice de la REP, rappeler dans le DCE le calendrier de déploiement de la REP, que le traitement et le transport du cas échéant seront pris en charge par la REP, inviter les candidats à préciser dans leurs offres les conditions dans lesquelles ils comptent exécuter leurs prestations en lien avec la REP, notamment l'identification des points de reprise, exiger la transmission des justificatifs de traçabilité qui indiquent le montant acquitté par le titulaire et fixer les pénalités en cas de non-transmission. Et puis, dernière option que je vous ai listée, pour les gros projets, vous pouvez aussi créer un lot dédié gestion des déchets de chantier et qui inclura par exemple l'intervention d'un agent valoriste qui sera chargé d'accompagner les entreprises dans les opérations de tri. Et vous pouvez même passer à un marché unique dédié à la gestion mutualisée des déchets de chantier pour tous les maîtres d'ouvrage au sein d'une ZAC. Et là, encore une fois, ça permet de dealer directement avec un prestataire de la gestion de déchets qui pourra vous faire bénéficier au mieux de la REP. Est-ce qu'il faut prescrire la REP pour le réemploi? Moi, je vous conseille de conserver les zones de dépôt réemploi de la REP comme un plan C, parce que c'est pas forcément ce qui est dans l'intérêt du maître d'ouvrage, puisque c'est une remise à titre gratuite, donc il n'y aura pas de valorisation, alors que la dépose en vue du réemploi, ça va vous coûter déjà de l'argent. C'est pas dans l'intérêt du réemploi parce que aujourd'hui, pour réemployer, il y a vraiment une exigence de traçabilité, notamment au niveau assurantiel, et que ces points de reprise permettent pas justement de conserver une bonne traçabilité et une bonne caractérisation. Et puis, les zones de réemploi de la REP, ce ne sera pas forcément dans l'intérêt des acteurs de la filière de réemploi de votre territoire, notamment des acteurs de l'ESS, qui généralement vont vous facturer la collecte sur le chantier de vos matériaux de réemploi, et donc là, finalement, qui perdent en partie leur modèle économique. Donc voilà, une solution à utiliser en dernier recours, et je vous conseille de le conserver comme un plan B. Le deuxième impact, c'est l'augmentation du prix des matériaux. Est-ce que le maître d'ouvrage doit supporter l'augmentation du prix des matériaux qui est induite par l'éco-contribution? Il faut rappeler la spécificité de cette éco-contribution REP PMCB. Pour certaines filières que vous connaissez, il y a ce qu'on appelle une éco-participation, une éco-contribution visible ou encore une visible fee. Concrètement, c'est le Code de l'environnement va imposer aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au client final d'afficher sur la facture, en plus du montant du prix, le montant des éco-contributions. Et donc l'intérêt, bien sûr, c'est la sensibilisation environnementale des acheteurs, mais c'est aussi la transparence sur la part d'éco-contribution. Ce que ont désormais tranché la jurisprudence et la doctrine administrative, c'est que s'il y a une éco-participation, donc vous voyez le montant de l'éco-contribution sur la facture, l'acheteur public doit supporter la modification de cette éco-contribution au cours du marché. S'il n'y a pas d'éco-participation, donc d'éco-contribution visible, dans ce cas-là, l'éco-contribution, c'est un coût de revient de l'entreprise et elle ne peut pas être répercutée à l'acheteur public dans le cadre des marchés en cours. La REP PMCB, c'est une situation un peu inédite parce qu'on n'a pas d'éco-participation comme c'est le cas par exemple pour les filières ameublement ou les équipements électroniques, mais on a une espèce de visible fee partielle et facultative. Concrètement, le Code de l'environnement nous dit que les éco-organismes peuvent prévoir dans le contrat d'adhésion que leurs adhérents devront informer du coût de l'éco-contribution à leurs acheteurs. En pratique, en fonction des contrats d'adhésion, il y a des éco-organismes qui vont imposer justement aux fabricants d'afficher l'éco-contribution dans les factures, d'autres simplement qui vont le recommander.
Donc, en plus, de toute façon, même en fonction de ce que prévoit le contrat d'adhésion de l'éco-organisme, ensuite, ça va s'afficher uniquement pour le fabricant. Et ensuite, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, il n'y aura plus d'obligation. Donc, potentiellement, encore une fois, on ne verra pas, in fine, dans les factures, le montant de l'éco-contribution pour les matériaux. Donc, c'est aujourd'hui la situation pour cette filière. Donc, dans les marchés en cours, est-ce que le maître d'ouvrage doit supporter l'augmentation du prix des matériaux qui est induite par l'éco-contribution? Non, il n'y a pas d'éco-contribution visible. Donc, dans ce cas, l'éco-contribution aujourd'hui reste un prix de revient que l'entreprise doit supporter et il n'y a pas d'obligation de prise en charge qui pèse sur le maître d'ouvrage. En cas de demande de révision du prix au titre du démarrage de la REP ou de l'augmentation du montant d'éco-contribution, le maître d'ouvrage peut donc soit refuser tout simplement, soit accepter, dans ce cas-là, négocier et conclure un avenant, sachant que voilà, on n'est pas dans une modification qui aura un caractère imprévisible. Ça fait depuis 2020 qu'on sait qu'il va y avoir la REP. Et surtout, exiger bien les justificatifs pour démontrer la réalité de l'augmentation qui est liée au montant d'éco-contribution, qui a priori sera difficile à fournir pour vos entreprises de travaux, puisque si elles se fournissent auprès de distributeurs, il est fort probable qu'elles ne connaissent pas elles-mêmes le montant de l'éco-contribution. Et c'est pareil pour les marchés à venir. Le maître d'ouvrage n'aura pas à supporter le montant d'éco-contribution, sauf évidemment évolution de la réglementation. Vous pouvez tout à fait insérer une clause pour exclure dès le début la prise en charge de l'augmentation de l'éco-contribution. Ça permettra de clarifier, vous pouvez insérer ça, ou alors prévoir une clause de réexamen pour dire qu'en cas d'augmentation significative, vous pourrez par voie d'avenant voir comment intégrer le surcoût au montant du marché. Voilà, pour toute information supplémentaire, vous pouvez évidemment consulter les infographies sur la page dédiée du site du cabinet.